Bonjour à tous, on va travailler sur la notion de liberté pendant deux petites vidéos. Et pour essayer de définir la liberté, et la meilleure façon de la définir, on va faire un petit duel entre notre ami Robert Nozick, philosophe américain du XXe siècle, le bonhomme à gauche, et Hegel, une superstar de la philosophie, le bonhomme à droite. Pour commencer, le round 1, ça va être donner la parole à Robert Nozick. C'est parti. Alors le mot de liberté, c'est sans doute un peu gênant parce qu'on s'en sert tellement souvent en philosophie qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Un intellectuel français, Paul Valéry, disait au XXe siècle qu'il faisait partie de ces mots qui chantent plus qu'ils ne parlent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chanter, c'est le domaine de l'art, de la beauté, du joli discours, hein, qui ne veut pas forcément dire quelque chose. Et c'est vrai que la liberté, on nous la sert à toutes les sauces. Même les dictateurs se battent, soi-disant, au nom de la liberté. Et Valéry, ici, oppose ça au fait de parler, c'est-à-dire d'avoir un discours qui a un sens précis. Par exemple, en allant chercher dans un dictionnaire, un truc où on est tout le monde d'accord. Et vraiment, c'est vrai que la liberté, en cours de philo, c'est le bordel parce que on en a plein de définitions différentes. Alors, juste pour clarifier le départ, il faut distinguer deux types d'interrogations au sujet de la liberté. Premier domaine, métaphysique. C'est la question de savoir si mes idées, ma volonté, elle vient vraiment de moi ou d'autre chose. C'est la question peut-être du libre arbitre, on va dire ça. C'est pas ce qui va nous intéresser. Non, nous ce qui va nous intéresser, c'est la question politique. Alors c'est quoi la question politique de la liberté? Eh bien, on peut le résumer avec une question. Est-ce que être libre, c'est faire ce que l'on veut? Dit plus joliment, avec les concepts du programme, quelle est la relation entre ma liberté et l'existence des contraintes extérieures, comme celle de l'État? Alors l'État, c'est la première chose auquel on pense quand on parle de politique, mais il est évident qu'il y a d'autres structures qui sont des structures de contraintes, qui pèsent sur moi, hein, qui limitent mon action, on va dire. Il y a la famille, au minimum, et il y a aussi ce qu'on peut appeler l'Église, dans toutes ses variétés. L'alternative pourrait se résumer ainsi. Est-ce qu'être libre, c'est faire absolument ce que je veux? Et dans ce cas, ça voudrait dire qu'en politique, la meilleure façon de défendre la liberté, c'est de réduire les pouvoirs de l'État, les pouvoirs de la loi. Pourquoi pas même pas de loi, pas d'État? Ou bien au contraire, est-ce que la liberté se construit grâce à ces contraintes extérieures, grâce à la loi, grâce à l'État? Si oui, comment? Alors le premier round va consister à expliquer la réponse de Robert Nozick. Robert Nozick, c'est un philosophe américain né à Brooklyn en 1938. Sa famille est une famille juive, polonaise et russe qui a fui la montée du nazisme dans l'Europe de l'Est des années 30. Et il a eu une éducation plutôt réussie, il s'en est bien sorti en philosophie, il a fini du coup prof de philosophie à Harvard. Il était le collègue de John Rawls, hein, sans doute le philosophe politique du XXe siècle parmi les plus importants. Mais lui n'est pas du tout du côté de John Rawls, il est plutôt, et il est même le meilleur représentant d'un courant qu'il a contribué à théoriser en 1974 avec le texte Anarchie, État et Utopie. Alors ce courant, c'est le courant qu'on appelle le libertarisme. C'est-à-dire ce sont des gens qui, en politique, mettent en avant l'importance, la primauté, la priorité de la valeur qu'est la liberté. Ce sont des gens pour qui il faut toujours penser d'abord au respect et à la protection de la liberté. C'est pour ça que je résume avec un slogan plus ou moins ridicule, je fais ce que je veux, je suis libertarien. Un libertarien, c'est quelqu'un qui va toujours juger depuis la liberté. Mais la question, c'est évidemment comment il définit cette liberté. Eh bien, on va essayer d'expliquer ça. Un libertarien, à mon avis, c'est quelqu'un qui prend pour point de départ une intuition commune sur la liberté, celle selon laquelle être libre, ce serait faire tout ce que l'on veut, le plus possible, de préférence tout. Alors, c'est pas ridicule, mais il est évident qu'il va falloir un peu raffiner cette théorie. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je veux faire tout ce que je veux, il est évident qu'un jour ou l'autre, autrui, ça veut dire n'importe qui d'autre en philosophie, autrui va devenir un obstacle. À un moment ou à un autre, quelqu'un va s'opposer à un de mes projets, et à un moment ou à un autre, quelqu'un va vouloir m'imposer un de ses projets. C'est pour ça que d'ailleurs très fréquemment en cours de philosophie, quand on demande aux élèves ce que ça serait pour eux la liberté, eh bien, il y a un premier type de réponse qui est ce que j'appelle les Robinsonades, c'est-à-dire les gens qui estiment qu'en fait la seule façon d'être libre, ça serait d'être tout seul, libéré des contraintes, famille, État, Église, voisins, voilà. Comme dans Into the Wild par exemple, où on veut rejoindre la nature qui est malgré tout quand même cruelle, comme on le voit à la fin. Autre exemple de liberté qui finit par être un peu problématique, c'est la liberté qui consiste à écraser les autres. Ah bah ouais, comme je sais qu'un jour les autres vont me poser des problèmes, comme je sais que les autres vont être un obstacle pour moi, je vais prendre les devants et je vais leur imposer ma liberté en détruisant la leur. Voilà. Ce qui veut dire que dans un cas comme dans l'autre, on se rend compte que faire tout ce que l'on veut, ça supposerait
que la seule liberté qui puisse exister, c'est la liberté qui est seule. Et ça, c'est quand même un sacré gros problème. Est-ce qu'on peut être libre à plusieurs? Voilà la question qui suit. Eh bien, pour qu'on soit libre à plusieurs, c'est parce que la liberté doit être pensée non pas comme un fait, mais comme un droit. Une des premières phrases du livre de Nozick dit que les individus ont des droits, et qu'il y a des choses qu'aucun groupe ou qu'aucune personne ne peut leur faire sans violer ses droits. Alors pourquoi est-ce qu'on passe par la notion de droit? C'est parce qu'un droit, c'est déjà en fait une sorte de petite limitation, une petite relation sociale, une petite barrière entre moi et quelqu'un d'autre. Si jamais on accepte l'idée de droit, et Nozick lui pense qu'on a naturellement des droits, si on accepte l'idée de droit, ça veut dire qu'on pense que les autres ont des obligations envers nous. Et si on estime comme Nozick que les gens sont libres, ça veut dire que nous avons des obligations envers eux, ils ont des obligations envers nous. La liberté est un droit, et un droit naturel. Il faut donc préciser ce que c'est que le contenu de ce droit. On peut le résumer d'abord d'une façon évidente. Si on est libre, ça veut dire que les autres n'ont pas le droit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de m'interférer, de m'empêcher de faire ce que je suis en train de faire. L'obligation de ne pas faire, c'est pareil qu'une interdiction. Et deuxièmement, si jamais je suis libre, ça veut dire qu'ils n'ont pas de droit sur ma personne. Ils ne peuvent rien exiger de moi. Je ne suis pas obligé de leur obéir. Alors, ça paraît relativement simple, et il faut évidemment ajouter que si jamais ces obligations vont dans un sens, elles vont dans l'autre sens. Si jamais je n'ai pas le droit de m'imposer à l'autre, c'est-à-dire que j'ai par exemple pas le droit de dire que ma liberté va jusqu'à lui faire du mal. Ok? Alors, ça paraît d'une simplicité extrême, il faut voir que Nozick va beaucoup plus loin. Il va préciser les quantités, les modalités de ces droits, qu'on appelle la liberté, avec un concept qu'il faut maintenant expliquer. La notion que Nozick utilise, c'est une notion qui peut paraître assez étrange en français, c'est la notion de propriété de soi. Self-ownership. To own, O-W-N en anglais, ça veut dire être propriétaire. Propriétaire par exemple d'un terrain, d'un objet. Alors, on serait propriétaire de nous, et ça serait ça la meilleure façon de comprendre la liberté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le droit de propriété, il a une force de protection qui est extrêmement importante. La propriété, c'est pas un droit très simple à comprendre, c'est un ensemble de relations juridiques, de relations entre les gens, et la meilleure façon de l'expliquer, d'expliquer toute sa richesse, c'est de revenir à une très vieille analyse juridique, une analyse de droit romain, qui dit qu'en fait il y a 3 parties au moins dans la propriété privée. Première partie, quand je suis propriétaire de quelque chose, eh bien ça veut dire que j'ai l'usus en latin, c'est-à-dire le droit d'usage. Si je suis propriétaire des Lego, j'ai le droit de jouer avec. Mais être propriétaire, c'est pas simplement ça, c'est avoir un autre droit. C'est avoir le droit d'utiliser les fruits, fructus en latin. Par exemple, si je suis propriétaire d'une entreprise, ça ne veut pas dire que je travaille dedans. Mais le propriétaire d'une entreprise, l'actionnaire, il a le droit d'en récupérer les fruits. Il capte une certaine partie des bénéfices. Ok? Troisième partie, si je suis propriétaire d'une chose, mes droits vont vraiment encore plus loin que ça. J'ai le droit de détruire la chose. Je suis propriétaire d'un jus d'orange, eh bien j'ai le droit de le consommer, car la consommation, c'est l'usage qui détruit. Je suis propriétaire d'une Ferrari, ce qui ne risque pas d'arriver d'ailleurs, eh bien si jamais je veux, je peux la massacrer à coups de massue dans mon jardin, j'ai le droit d'abusus, j'ai le droit de détruire la chose. Le propriétaire est donc quelqu'un qu'on ne peut pas empêcher d'utiliser la chose, d'en utiliser les fruits, jusqu'au point de la détruire. Vous voyez à quel point il est protégé. Et il faut même rajouter autre chose, c'est que le propriétaire, il a la possibilité de transférer ses droits. Je peux vendre ma Ferrari, je peux louer mes Lego, je peux vous donner le droit de les utiliser. On appelle ça un prêt, éventuellement contre des intérêts, etc. etc. Alors voilà la richesse et l'étendue du droit de propriété, et l'extraordinaire originalité de cette théorie, c'est de dire que c'est ces droits-là qui s'appliquent à moi. Je suis propriétaire pas simplement des choses, mais d'abord et avant tout de moi-même, mon corps et tout ce qui va avec. Historiquement, il y a des gens qui ont utilisé ce vocabulaire de la propriété pour parler de leur propre liberté. Ce sont les mouvements féministes qui, dès les années 60, ont revendiqué la liberté sexuelle, la liberté d'avortement, la liberté de se vêtir comme elles l'entendent, avec la notion de propriété. Et le slogan le plus célèbre à cet égard, c'est « Mon corps m'appartient ». Alors, en utilisant ce vocabulaire, mais elle ne faisait pas référence à Nozick, il n'y a absolument aucun rapport entre les deux, en revanche, c'est qu'elles avaient senti la force de ce concept de propriété. La propriété, elle va plus loin que le simple fait de faire ce que l'on veut, elle veut dire que je peux faire ce que je veux, y compris si cela
pour les autres, de leur côté extérieur, leur semble être un mal pour moi. Il est évident que, par exemple, les arguments moralistes, paternalistes du type « vous ne devriez pas vous habiller comme ça, mesdames, parce que, en un sens, c'est se manquer de respect à vous-même, c'est vous manquer de respect à vous-même », tout ça, ce sont des choses qui sont contredites par la notion de propriété. Ah ben toi, peut-être que, monsieur le curé catholique, je prends l'image ici, hein, tu penses qu'en faisant ça, en m'habillant comme ça, en me comportant comme ça, je me fais du mal à moi-même, mais j'utilise le concept de propriété pour te renvoyer face à un truc très important. En fait, la liberté, ça va jusqu'au point de se faire du mal à moi-même. Et donc, là, ils l'ont retourné sur un mode agressif dans la petite image. On peut effectivement dire en français « mon corps m'appartient », sous-entendu « je suis libre ». Et cela nous met sur la piste d'une dernière façon d'interpréter la liberté. On peut dire une deuxième formulation. C'est qu'être libre, au fond, et c'est vraiment ça qui est hyper important pour Nozick, c'est pas simplement la liberté d'action, quoi que ce soit crucial. Ce qui est important, c'est qu'en fait, la liberté, c'est d'abord avoir une protection dans la conception et dans la recherche de la vie bonne. Je veux dire par là, en mettant l'image de la cage dorée, que on pourrait imaginer d'avoir des maîtres, et que nous soyons des esclaves, on pourrait imaginer d'avoir des maîtres extrêmement bienveillants, qui pensent à notre santé, qui pensent à notre morale, qui pensent à notre avenir. Bien, quelqu'un comme Nozick, sa radicalité, qu'on peut critiquer après, il n'y a pas de problème, sa radicalité, elle consiste à dire non, je ne veux pas non plus qu'on prenne soin de moi, parce que prendre soin de moi, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on va m'imposer une certaine conception de la vie bonne. Et l'individualiste, le mot est lâché, l'individualiste qu'est quelqu'un comme Nozick, juge que ça n'est jamais aux autres de m'imposer leur conception de la vie bonne. Au départ, et avant tout raffinement ultérieur, la liberté, c'est d'abord être protégé dans notre recherche de ce que c'est que le bien. Repensez donc aux arguments féministes. Finalement, tout ce qu'on leur a fait subir aux femmes, c'est toujours, alors hypocritement, mais peut-être parfois aussi en toute sincérité, c'est au nom de leur propre bien. C'est pour ça que dès qu'on s'intéresserait à la philosophie politique de Nozick, on verrait qu'il y a une récusation violente de l'idée d'intérêt général. Il est individualiste, il estime que tout ça est une fiction, qu'il faut d'abord, et en fait aussi à la fin, partir de ce que c'est que pour moi le bien. De même, l'idée de sauver quelqu'un contre lui-même, c'est typiquement, en politique, pour des gens comme Nozick, ce qu'on appelle le paternalisme, c'est-à-dire une façon d'imposer sa vie, d'imposer sa vision de la vie bonne à un individu. Or, un individu, c'est libre, un individu, ça doit être protégé dans sa conception et dans sa recherche de la vie bonne. Peut-être qu'une dernière image permettrait d'illustrer ça, c'est un film sorti en 1998 qui s'appelait The Truman Show. Dans ce film, Jim Carrey était en fait la victime, pas consentante du tout, d'une émission de télé. En fait, toute sa vie autour de lui, il vivait dans une sorte de bulle bizarre où on avait reconstitué la vie idéale américaine, petit travail, femme à la maison, etc., très mignonne. Sauf que tout ça a été du flan, tout ça a été faux, c'était fait pour alimenter une émission de télé, le Truman Show. Alors, on pourrait dire qu'en un sens, ce monsieur, il avait tout ce dont il rêvait. Et d'ailleurs, au début du film, il est radieux. Que peut-on rêver de plus, dit-il à plusieurs reprises. Eh bien, ce qu'on lui a ôté, en un sens, c'est justement la liberté au sens qu'on vient d'expliquer. Il n'est pas maltraité, bien au contraire, il est heureux. Alors c'est vrai qu'on lui ment. Bon, peut-être qu'on pourrait dire que le mensonge là-dedans est problématique, mais non, le plus problématique au fond, c'est qu'en réalité, il n'a pas eu le choix de rechercher de sa propre façon la vie bonne. Il n'a pas eu l'occasion d'exprimer sa propre vision de la vie bonne. Ce qui veut dire que si on me l'a livrée toute faite de l'extérieur, elle ne serait pas encore un choix de ma part, elle ne serait pas encore une forme de liberté. C'est une fiction de liberté. L'image de la télé le représente très fortement dans ce film. Alors voilà, on a la première vision de la liberté, celle de notre américain à gauche, Nozick. Ce que je vous propose, c'est deux choses. On va voir bientôt la vision de Hegel, mais si jamais vous voulez voir un petit peu quelles sont les conséquences politiques de la vision de la liberté selon Nozick, j'ai déjà préparé une deuxième vidéo que je vous invite à regarder. À part ça, j'espère que le déconfinement se passe bien, que vous avez encore un peu de temps pour faire de la philo. N'oubliez pas de dire si vous aimez pas aussi, pourquoi pas, de vous abonner pour pouvoir voir mes vidéos et pour que moi je sache si ce que je fais c'est correct. À très bientôt j'espère. Au revoir.